Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Jeunes. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet souvent entouré de silence, les violences sexuelles. Mais une question se pose, quel est le rôle de l'État dans le soutien psychologique et la réinsertion sociale? Sans plus tarder, je donnerai la parole à mon invité, qui s'exprimera et qui donnera son point de vue autour de cette belle thématique qui est plutôt sensible. Bonjour, alors je me présente, je suis Sabrina Pénégué, étudiante en master de marketing à l'Université protestante au Congo. Je suis aussi présidente facultaire de la faculté d'administration des affaires et sciences économiques. Je suis membre de la Ligue des femmes, coordonnatrice de la faculté d'économie aussi, et je suis aussi une activiste pour la communauté des femmes. Madame Pénégué, quelle est aujourd'hui l'ampleur des violences sexuelles ici en RDC? Alors, on parle ici d'une grande ampleur, surtout dans les zones particulièrement touchées par des guerres, notamment à l'est du pays, à Goma. On parle de 70% de la population des femmes, 123 000 en chiffres, et ça équivaut exactement à une femme violée toutes les 4 minutes. Vous vous rendez compte que l'ampleur ici est vraiment très élevée. Mais quelles sont selon vous les principales causes de ces violences? Alors, comme je l'ai dit en amont, l'une des causes de ces violences est justement le fait que justement cette partie du pays se retrouve en temps de guerre. Vous et moi savons que l'une des armes de guerre qui est existante et c'est aussi les violences et parmi lesquelles sévissent les violences sexuelles. Quel rôle, selon vous, l'État congolais joue dans le soutien psychologique de ces femmes violées? Alors, il y a de nombreux organismes qui travaillent en partenariat avec l'État congolais, notamment l'UNFPA et d'autres organismes des Nations unies qui mettent en place justement des communautés, qui mettent en place des systèmes, des organisations pour pouvoir justement réguler réguler ou encourager la réinsertion de ces femmes violées. Mais jusqu'à là, on juge l'impact pas aussi favorable qu'il ne devrait. Parce que quand vous me parlez d'organismes, moi je citerai peut-être l'organisme, ou même la Fondation PANS, Oui, la fondation du docteur Mukwege, oui. qui travaille sur le soutien médical, psychologique. Mais je pense que ce n'est pas assez. Alors selon vous, qu'est-ce que l'État peut faire pour que ces personnes, ces femmes principalement violées, puissent bénéficier d'un soutien psychologique? Alors, premièrement, ce que l'État peut faire, c'est déjà de pouvoir repérer ces femmes qui sont violées parce que on va voir, la plupart d'entre elles auront tendance à se cacher, à se retirer parce que cet acte de viol va leur faire développer une certaine méfiance envers la communauté. Donc l'État doit faire, c'est les récupérer, les recenser, les connaître et ensuite les mettre dans des centres appropriés où on sera en train, de leur soigner déjà parce que, physiquement parlant, il y a des impacts. Un viol peut avoir des impacts. On parle même des femmes fustiles et psychologiquement parlant aussi, il y a des impacts. Donc ces centres-là devraient s'occuper de l'accompagnement, pardon, médical, mais aussi psychologique et même social. Donc on parle d'accompagnement psychosocial. Et selon vous, pourquoi le soutien psychologique est-il essentiel à la guérison des survivantes, des survivants? OK. Alors, un acte de viol peut avoir un très grand impact sur la psychologie de la personne. Par exemple, les femmes qui ont été violées deviennent, victimes d'anxiété, de dépression parfois et n'arrivent plus en fait à sévir dans la société et n'arrivent plus à participer, notamment à des échanges, même dans l'environnement familial. La vie en fait pour ces femmes qui ont été abusées devient difficile et donc c'est pour ça en fait que l'aspect psychologique doit vraiment être pris en compte. Parce que ce que vous dites est intéressant, parce que nous remarquons même que ce n'est pas qu'à l'Est, parce que beaucoup, quand on parle de violences sexuelles, voient l'Est du pays. Mais il y a un cas qui revient souvent, c'est qu'il y a aussi des violences sexuelles au niveau de la famille. OK. Il y a des femmes, des filles qui sont violées par les proches, par des parents, mais qui se voient se taire, qui se voient se taire et ne rien dire. Pensez-vous que le fait de se taire, d'accepter, de ne rien dire, a un impact sur la façon de voir, sur la prise de décision, sur la vie après?
Alors, déjà, lorsque vous venez de poser les contextes, vous venez de dire que c'est une violence sexuelle, pardon, faite au niveau de la famille. Alors, lorsque l'enfant, la jeune fille en particulier, je vais parler ici de la fille, aura tendance à se taire, ou même l'enfant en général, parce que, il y a aussi des hommes qui sont violés, aura tendance à se taire parce qu'elle se dit qu'en famille, on a déjà une certaine considération pour la personne. On a déjà un certain respect des normes familiales. Alors exactement, ça c'est déjà devenu tabou. Je ne vois pas comment va commencer une petite fille à raconter à son papa: «Il y a tant temps, Jean-Paul, par exemple, qui m'a touché ici». Vous voyez que ça sera très difficile de pouvoir en parler. Au fait, l'une des raisons, l'une des causes pour laquelle, parler, partager des sujets de violence sexuelle vécu en famille est aussi difficile, c'est parce que la personne n'est pas dans un contexte approprié pour pouvoir justement s'exprimer, voire même dénoncer. C'est qui doit éviter ce contexte? Notamment les parents, premièrement. Les parents. Que doivent faire les parents? On a vu des parents qui en parlaient clairement à leur enfant. Aujourd'hui, je pense que les parents ne devraient pas cacher des choses à leurs enfants. Pendant longtemps, nos parents ont cru qu'en nous cachant des choses, ils seraient en train de nous protéger, alors que ça nous a poussé à aller voir dehors de nous-mêmes, vous voyez? Les parents jouent un grand rôle dans la formation des enfants. Alors les parents doivent commencer à éduquer leurs enfants sur leur sexualité dès le bas âge. Leur dire que voilà, ce que tu as ici, ta poitrine, on ne doit pas toucher, tes organes génitaux, on ne doit pas toucher, énumérer ces organes génitaux-là aussi et leur faire comprendre que tu n'as pas le droit il y a les personnes autour de toi, peu importe qui c'est, que ce soit l'oncle, même ton frère, même ton papa, oui, parce qu'il y a des familles où même le papa, il est dangereux pour les filles. Il faudrait lui faire comprendre à l'enfant, à la jeune fille ou au jeune garçon qu'on n'a pas le droit de t'emmener dans certains endroits sans ton consentement ou sans les consentements des parents. Si quelqu'un t'a touché, tu dois dénoncer auprès des parents. Si quelqu'un t'a fait le toucher, tu dois dénoncer auprès des parents. Parce que vous savez, ce sujet m'est particulier, parce que ce sujet est un sujet très sensible, comme je l'ai dit au début. Il y a des filles qui sont violées. Ces filles qui sont violées, qui ont connu des abus, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de l'extérieur. Mais ces filles se taisent, comme vous aviez dit, parce qu'il n'y a pas de contexte bien précis où les filles peuvent en parler à leurs parents. Mais moi, je dirais même que c'est la faute de leurs parents, parce que vous savez, quand une petite fille de 7 ans va dire à son père, mais papa, vous savez, tonton tel m'a fait toucher ça. Le premier réflexe du parent, c'est de dire non, il ne peut pas faire ça. Et ce qui fait qu'il y a un manque de confiance de ces enfants-là, abusés, Exactement. envers leurs parents. Mhm. Maintenant, comment ces enfants-là peuvent arriver à le dire sans peur de jugement, sans peur d'être pris pour des menteurs? Comment? Alors, déjà, il faut savoir qu'en amont, il y a un travail qui doit être fait de la part des parents. Si c'est un contexte que vous n'avez pas posé, je précise ici déjà qu'en Afrique, on a un problème, on a taboulifié beaucoup de choses. Euh, on a fait des tabous, des sujets liés à la sexualité. Or, comme je l'ai dit encore, je le répète, si vous ne l'apprenez pas à l'enfant, si vous ne dites pas l'essentiel à l'enfant, elle ira forcément l'apprendre dehors. Alors, si les parents ont posé un bon contexte dès l'enfance, à l'âge peut-être de 3 4 ans déjà, vous dites à l'enfant: «On ne te touche pas ici, on ne te touche pas là-bas», ça sera un bon moyen pour l'enfant, ça sera, un bon moyen pour l'enfant de pouvoir dénoncer, en fait, dès lors qu'une personne l'aura touché, parce que c'est un peu comme des normes que vous serez en train de lui dicter, et dès lors que quelqu'un autour d'elle aurait franchi ces normes ou brisé ces normes, elle sera en train d'avoir la possibilité de dénoncer. Mais aussi, deuxièmement, ce qu'il faudrait faire, parce que là, vous avez parlé, en fait, du problème des parents. Les parents, ils sont une source, on va savoir, une source de protection pour les enfants. Les parents doivent aussi veiller à cet encadrement-là. Exactement, de protéger les enfants. Mais là, une question se pose, mais comment on protège l'enfant de la personne qui vit avec eux à la maison? Vous voyez? Et c'est là maintenant que, il faut aussi surveiller les enfants. Il faut, inculquer et aux hommes qui sont dans la maison et aux femmes qui sont dans la maison, aux jeunes filles, pardon, qui sont dans la maison, qu'il ne faut pas faire certaines choses. Il faut vraiment éviter les tabous, en fait. C'est vraiment ça le principe. Éviter les tabous, surveiller, les mouvements. On va pas non plus devenir des gardes, hein, des gardes, surveiller n'importe quel, mouvement. Il y a ces choses qui sont un peu plus normales, hein, dans certaines familles.
vous avez peut-être, par exemple, des grands frères qui ont leur petite sœur, parfois ils se taquinent, ils font des jeux ensemble, mais il y a ces jeux-là qui sont vraiment déplacés, qu'il faut dicter aux enfants. Voilà, il faut éviter de faire ça. On appelle ça les jeux des papas et maman, entre guillemets, dans la famille. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de personnes, Mhm, beaucoup d'enfants à qui on dit, ouais, viens, on va jouer aux jeux de papa et maman et tout ça. Et ces enfants se voient être touchés de façon abusive. oui. Et après, ces enfants ne se rendent peut-être pas compte sur le moment Mhm, de ce viol ou de cette agression-là. mhm, mhm. Parce qu'elles se disent, oui, c'est un jeu et il n'y a rien d'autre. Oui. Mais après, il y a moi, j'ai eu à remarquer qu'il y a de ces enfants qui ont développé une certaine méfiance des hommes, que ce soit, ou des femmes. Pourquoi? Parce que c'est parti d'un jeu. Mhm, Et après, le jeu est devenu quelque chose d'assez récurrent. Et en plus d'être récurrent, ça devient une habitude. Et habitude, les enfants se voient d'ailleurs être violentés ou être agressés très souvent. mhm. Maintenant, à un certain moment, nous n'allons pas dire les parents, parce que les parents ne peuvent toujours pas être là. Mais je parlerai aussi de la responsabilité du système éducatif ou de l'école. Parce que moi, j'ai entendu dernièrement, il y a un professeur qu'on a dû envoyer au lycée Koussangani parce que ce professeur était en train de toucher abusivement une élève du lycée. Mais peut-être que au niveau des parents, ça échoue. Ça a échoué Mhm, l'éducation parce que les parents disent que c'est tabou, que l'enfant doit apprendre ça d'elle-même. mhm. Et alors que cet enfant est exposé, arrivé à l'université, ou même à l'école d'ailleurs, c'était pour le cas de cette fille, à l'école, elle se rend compte que mon professeur me dit que c'est normal parce que le professeur c'est un apprenant. Et cet enfant, au fur et à mesure, se laisse faire, se laisse faire. Et quand l'enfant rentre à la maison, sa mère remarque que, voilà, ma fille n'est plus comme avant. Et on lui demande, elle dit que non, c'est le professeur. Mhm. Maintenant, si même le système éducatif est biaisé, si même les acteurs de la formation ou les formateurs des enfants échouent, que faire? Est-ce la responsabilité des parents encore ou de l'État? Alors, comme je l'ai dit en amont, la famille a sa part. Mais va savoir que les éducateurs, il y en a plusieurs. L'éducation se donne en amont en famille, donc l'éducation qu'on reçoit à la maison. Puis il y a l'éducation qu'on reçoit de l'école. Il y a cette éducation qu'on va recevoir de manière diffuse, donc ça s'appelle même l'éducation diffuse, donc l'éducation de la rue et tout ça. Il y a aussi ces éducations qui vont donner à l'église, parce qu'on oublie que même l'église a un rôle à jouer dans la mesure où on serait rattaché à une communauté religieuse. Alors, dans chaque axe, les acteurs ont un rôle à jouer. Dans la maison, les parents, les aînés dans la maison ont un rôle à jouer, tout comme aussi dans l'école. L'organisation, la direction de l'école, le corps professoral ont un rôle à jouer. Ils doivent avoir des normes et des conduites qui doivent leur être dictées. On leur fera comprendre qu'ici, c'est pas parce que, par exemple, tu es un prof de gymnastique que pour expliquer un cours, toi, homme, tu seras en train de toucher jusqu'aux cuisses de la jeune fille. Vous voyez un peu? Donc, il faudrait vraiment inculquer des normes et s'assurer justement du respect de ces derniers. Ce qui revient souvent, c'est aussi le silence, parce que Mhm, c'est ce qu'on déplore. mhm, Mais ce silence, des fois, est causé par la peur d'être stigmatisé. Alors, exactement. selon vous, que peut faire l'État pour lutter contre la stigmatisation des victimes? Ok. Alors déjà, la loi congolaise, je pense que vous vous êtes Juriste. trouvé. Alors, la loi congolaise stipule dans des articles, je pense 14 et 79, que elle doit assurer une certaine protection à la personne qui a été victime de viol. Alors, dès lors qu'on remarque dès lors qu'on est en face d'un procès pour cas de viol, on déclare même le huis clos pour ce procès-là. Mhm. Au fait, euh, Histoire de préserver la dignité. exactement. Histoire de préserver la dignité, il faudrait aller jusqu'à apprendre même l'enfant pour la mettre dans un milieu, un centre approprié pour pouvoir la protéger et assurer ensuite, après que soit passé l'acte, après sa période de réinsertion, après sa période, pardon, de guérison, assurer sa réinsertion. S'il faut qu'elle continue l'école, faire en sorte que l'enfant puisse continuer l'école tout en évitant qu'elle soit stigmatisée. S'il faut même lui faire changer de communauté, il le faut parce que, imaginez un peu une personne qui a été violée, en plus d'être abusée, bah, tu es moqué, stigmatisé. C'est ce qui fait en sorte que plusieurs victimes de viol s'adonnent au suicide ou se renferment sur eux-mêmes et refusent toute interaction sociale. Parlons de l'après-viol. Mhm. Parce que vous savez, il y a de ces enfants
parce que nous parlons des femmes, des hommes, de ces humains qui ont été violés, qui ont une certaine cicatrice. Mais ces personnes créent une certaine méfiance en face de la société. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, j'ai subi ça, la société n'a pas été là pour me relever. Et ces femmes se renferment sur elles-mêmes. Autant d'autres sont d'ailleurs dotées de plusieurs capacités pour changer, pour impacter le développement. Mais comment faire pour que ces femmes-là retrouvent une certaine réinsertion? Comment ces femmes peuvent être réinsérées, ou ces hommes peuvent être réinsérés à la vie sociale, à la chose publique, ou même à la contribution du développement. OK. Alors, on va savoir que dans le processus de soutien aux femmes qui ont été violées, des il y a des organisations qui ont mis en place tout un système d'accompagnement. Hem, Par exemple, je peux citer une chose qui se fait, c'est, l'accompagnement psychologique et l'accompagnement social qui est mis en place. Parce que faudrait pas oublier qu'après avoir accompagné cette personne, pardon, parce qu'on parle des hommes et des femmes, cette personne qui a été violée, on devra aussi l'aider, en fait, à se réinsérer dans la société et d'ailleurs, même les témoignages racontent que c'est difficile pour ces femmes de pouvoir se réinsérer. Parfois, elles ont peut-être surmonté, d'une certaine manière, mais elles ne sont pas encore prêtes, en fait, à revivre les contacts avec la société. Du coup, on a créé des groupes de soutien, des groupes de partage où ces femmes peuvent se retrouver, parler de leurs peurs avec des psychologues, des personnes qui vont leur aider au fait, à pouvoir se détendre et à pouvoir accepter de vivre avec les autres. Oui, vous avez parlé de ce qu'on peut faire pour que l'on puisse les réinsérer. Pensez-vous que l'État devrait plus travailler avec ces ONG-là, avec ces mouvements? Parce que vous savez, une personne dotée de bonne volonté, je peux donner l'exemple du docteur Mukwege, qui, avec cette formation, dans le but de vouloir réinsérer, dans le but de rendre normale la vie après le viol, met en place des mécanismes de soutien psychologique et même de réinsertion. Pensez-vous que l'État fait suffisamment son travail pour accompagner ces ONG-là? Parce que je ne pense pas, parce que je vois, il y a le Fonds NAREV, qui est le Fonds national pour les victimes, où on alloue des fonds pour essayer de réparer ces victimes. Mais moi, je pense qu'il ne suffit pas euh, d'autres disent de traite ça de rachat. Donc le fait d'avoir été violé, on te récompense. C'est comme ça que pense la moitié des femmes que j'ai eu à entendre. Elles se disent être récompensées, donc d'avoir été violées. Donc elles attendent un certain fonds. Mais après ces femmes-là, l'État ne met pas en place un mécanisme de réinsertion. Et l'État n'appuie pas suffisamment les ONG qui vont dans le sens de soutien psychologique. Maintenant, qu'est-ce que l'État peut faire de façon concrète pour que ces personnes, pour que ces organismes puissent, enfin, comment je peux dire, pour que ces organismes recensent beaucoup de cas et aident dans le soutien psychologique. Ouais. Alors, j'aime une chose que vous avez dit, l'État n'appuie pas totalement, vous avez dit quelque chose comme ça. À savoir que actuellement l'État appuie, certes, mais ces organismes ont besoin de beaucoup plus parce que le temps passe, plus les années passent, plus le nombre de personnes violées, à l'est du pays augmente. On parle aujourd'hui de 123 000. Ça, ce sont les résultats de 2023. Alors, vous allez vous rendre compte que le nombre a augmenté. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2025, on a plus de 123 000 et donc c'est pas les mêmes moyens qu'avaient ces organismes-là qui vont permettre de pouvoir, gérer ces femmes actuellement qui sont violées. Sans compter que dans la procédure, il n'y a pas que l'accompagnement psychologique, il n'y a pas que les soins médicaux, il y a même la réinsertion et l'autonomisation. En fait, ce montant qui est donné aux femmes, c'est pas pour leur racheter comme on en pense, mais c'est pour leur permettre de s'autonomiser. Parce qu'une femme qui a été violée dans le champ, par exemple, aura du mal à repartir dans le champ, vous voyez. Et si on lui donne un certain montant, elle se dira, voilà, peut-être que je ne vais plus retourner dans le champ, mais je peux peut-être faire un commerce à côté de chez moi pour m'assurer une certaine sécurité. Donc oui, l'État accompagne, mais l'État doit savoir que à l'heure actuelle, vu l'ampleur des dégâts, elle doit mettre un peu plus de moyens en jeu. Mais quelle réforme proposeriez-vous Quelles réformes prioritaires Mm. et que l'État, même que les décideurs peuvent prendre pour mieux encadrer cette cette réalité qui, qui prend de l'ampleur chaque jour? Mhm. Quelle réforme proposeriez-vous si vous étiez en face de ceux qui s'occupent de ces personnes violées? Ok. Alors,
va savoir qu'on parle ici de violences sexuelles, mais on oublie qu'en amont, ces violences sont dues à une chose. Vous savez, il n'y a pas de pays, j'ai vu un article des organismes des Nations Unies, la MONUSCO si je ne m'abuse, qui a cité la RDC comme étant la capitale des violences sexuelles. Nous avons été nommés capitale des violences sexuelles. Et pourquoi? Parce qu'il y a des guerres à l'Est. Parler des violences sexuelles sans toucher le problème des guerres, c'est un peu comme parler de la fièvre sans dire en amont qu'on a la malaria ou une autre maladie. Vous voyez? Alors, si vous me proposez une réforme, moi, je dirais carrément l'État doit mettre des moyens en place pour pouvoir rassurer la sécurité de sa population. S'il faut trouver un moyen de pouvoir mettre fin à la guerre, s'il faut trouver un moyen de pouvoir faire cette guerre de manière raisonnable, il le faut. On va pas d'abord parler de ce que l'État doit faire pour les femmes violées, parce que ces femmes ne seraient pas violées s'il n'y avait pas la guerre. Mais après, je pense que nous vivons la guerre, c'est une réalité. Du coup, si nous avons des femmes violées, ce que l'État peut faire justement pour pouvoir aider, accompagner ces femmes, c'est qu'il peut mettre en place des centres appropriés pour pouvoir mettre ces femmes en sécurité. Ou soit carrément, c'est vrai que ce n'est pas une bonne proposition, pardon, celle de décentraliser la population parce que décentraliser la population reviendrait à dire que voilà, on a échoué, nous avons fui devant l'ennemi. C'est pour ça que jusqu'à présent, les gens s'entêtent, mais cette zone devient de plus en plus dangereuse. C'est une zone à risque où les gens ne peuvent plus vivre normalement, les gens ne peuvent plus communier normalement, on est tout le temps en insécurité. Et pour les femmes, ça a des conséquences, donc les violences sexuelles. Et je pense que l'État doit regarder à ces problèmes et les traiter comme l'organe qu'il est. Et à quoi es-tu les obstacles de ces femmes? Parce que vous savez, elles peuvent bien être violées, mais ces femmes-là ont cette peur, comme je l'avais dit tantôt, ont cette peur. Que faut-il faire pour que ces femmes brisent ce tabou-là et dénoncent ce genre de violence? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces femmes brisent ces tabous et dénoncent les violences? Vous savez, il y a eu des choses qui ont été mises en place, des systèmes, permettez-moi le terme, qui ont été mis en place pour pouvoir accueillir ces femmes dans un cadre d'anonymat. Parce que déjà, c'est difficile de s'exprimer publiquement sur des cas, sur des sujets tels que les viols. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment leur accompagner, leur faire comprendre qu'ici, vous allez parler de vos viols, mais peut-être à l'anonymat. Ici, quand vous allez parler de vos viols, on sera en train de vous accompagner, mais totalement gratuitement. On sera en train de vous fournir les soins médicaux appropriés, le soutien psychologique, mais aussi psychosocial approprié totalement gratuitement. Et j'ai une question. Selon vous, pourquoi la jeunesse congolaise peut-elle soutenir cette cause des violences sexuelles ou la réinsertion sociale des femmes ou des personnes violées? Selon vous, qu'est-ce que la jeunesse peut faire? Qu'est-ce que la jeunesse peut faire de façon concrète pour soutenir cette cause? Alors, de façon concrète, ce que la jeunesse peut faire, pardon, c'est déjà de sortir de cette optique où on stigmatise la femme parce qu'elle a été violée. Aujourd'hui encore, lorsqu'on se prononce sur un cas de viol, la population se rue sur toi. Écoutez, moi, en tant que femme, je me dirais, je n'ai pas demandé à être violée. J'ai rien fait pour être violée. Et là, je suis violée, je souffre, je peine à cause de ça. Et en plus, vous me jugez. Alors, la jeunesse congolaise peut entamer une démarche, celle de, premièrement, à l'intérieur de même se dire, OK, on va pas stigmatiser cette femme parce qu'elle a été violée, encore moins cet homme parce qu'il a été violé, mais au lieu de ça, on va le soutenir. Si au lieu de se moquer, aujourd'hui, on voit surtout le comportement quand les jeunes, surtout sur les réseaux, on va aller mettre des commentaires insultants, se moquer. Si les jeunes pouvaient, au lieu de faire cela, être en train d'apporter leur soutien, être en train d'investir aussi, de contribuer par leurs finances, parce que le soutien financier ne vient pas que de l'État, il y a aussi des personnes qui financent des organismes de leur poche, mais aussi faire de plus en plus d'initiatives telles que la nôtre, où on parle ouvertement des violences sexuelles, de faire des groupements, mais aussi du bénévolat à l'encontre, plutôt en faveur des organismes qui œuvrent pour ces femmes qui ont été violées. Pour finir, quel message adresseriez-vous aux autorités congolaises afin d'agir davantage sur cette situation? 123 000, c'est le nombre de femmes qui sont violées aujourd'hui à l'Est, ce qui équivaut à une femme violée toutes les 4 minutes. Si l'État congolais ne se décide pas de regarder à cela, qui sera en train de s'occuper de ces femmes? Merci au docteur Denis Mukwege qui s'occupe de ce problème.
qui touche particulièrement mes sœurs les femmes. Mais il faudra plus pour pouvoir régler les problèmes de 123 000. 123 000, c'est toute une population, c'est toute une cité des femmes d'une ville particulière. Alors, il serait important de pouvoir tourner le regard vers ces femmes qui sont violentées, mais aussi de décider de mettre fin à cette guerre. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce bel épisode très émouvant de Parlons Jeunes. Aujourd'hui, nous avons parlé réalité, sensibilité. Nous invitons donc nos chères autorités à agir afin de soutenir ces personnes qui ont été stigmatisées, ces personnes qui ont été traumatisées parce qu'ils n'ont pas demandé. Eux aussi ont droit de parler. Eux aussi ont droit de s'exprimer et d'être réinsérés dans la société. Et c'était Parlons Jeunes, le podcast où on parle réalité, sensibilité et traumatisme. Merci.